Voilà. Donc, pour information, c'est vrai qu'on va enregistrer pour pouvoir partager plus largement, parce que tout le monde ne peut pas se connecter aux horaires qu'on a proposés. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse aussi faire bénéficier de ces témoignages a posteriori. C'est juste pour vous informer qu'on a lancé une newsletter. Donc là, l'objectif, bien sûr, c'est qu'on appelle en opt-in, c'est la démarche proactive. Si ça vous intéresse, on vous renverra le support. Vous pouvez cliquer sur l'URL qui est indiquée. L'idée, c'est de donner, en plus de ces séquences de partage, des chiffres clés, des actualités, des retours terrain de manière mensuelle. L'idée, ce n'est pas de vous spammer, mais pouvoir vous donner quelques évolutions, on va dire, concoctées avec l'assurance maladie et l'Agence du numérique en santé. Donc, la première édition, on en verra à partir de la semaine prochaine. Voilà, on voulait faire très, très court sur la partie actualité. Et juste, on voulait vous remettre en visibilité là, dans les évolutions récentes qui sont arrivées en mai. On a déjà fait un topo la dernière fois sur toute la fonctionnalité autour de l'envoi de l'ordonnance d'une pharmacie. Il y a aussi des éléments qui sont en train de se faire sur la simplification de la connexion. On sait que l'activation à mon espace santé, il y a encore un certain nombre d'obstacles. Donc, on travaille à simplifier le parcours. Et il y a aussi toute une action autour de la mise en place de France Connect, que certains d'entre vous doivent connaître, qui commence à être très largement déployée dans des services publics. On pense notamment aux impôts, mais pas seulement. Et du coup, c'est intéressant. On voulait vous partager que nous, on essaie de suivre aussi l'utilisation de ce service pour pouvoir demain se dire est-ce qu'on l'élargit aussi à la partie activation. Mais voilà, il y a beaucoup d'utilisateurs qui se connectent aujourd'hui grâce à France Connect pour simplifier l'accès à mon espace santé et également sur la partie biométrie, sur la partie application. Mais là, je n'ai pas de données à vous partager sur ces éléments-là. Voilà, c'était les deux petites actus préalables. Je l'ai évoqué en introduction, donc on remercie vraiment chaudement Madame Cavé et Madame Rodriguez, mais qui ont accepté de venir partager. Donc, elles sont radiologues à Paris et elles vont nous raconter un petit peu comment vous êtes équipés aujourd'hui d'un point de vue logiciel. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait la bascule sur un logiciel Ségur. Ça veut dire quoi en termes de pratique, en termes de changement organisationnel, en termes d'usage? Je propose qu'on vous donne tout de suite la parole. Merci. Est-ce que peut-être vous pouvez nous mettre la vidéo? Peut-être un peu plus vivant, je ne sais pas si vous voulez voir. Normalement, c'est à vous de mettre votre vidéo. C'est en bas à gauche. J'essaie de demander. Normalement, c'est bon. C'est bon, vous nous voyez? Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Madeleine Cavé, je suis médecin radiologue, co-gérante d'un groupe de radiologues Nage 814, dans les arrondissements de Paris. J'ai une spécialité, plusieurs types, à la fois mammographie, échographie, IRM scanner, adultes et enfants. Le son est assuré, me dit-on. Vous m'entendez bien ou pas? Très bien. Alors, je vais demander une toute petite seconde. Je vais essayer de me connecter au son ailleurs. Ça arrive, je pense qu'elle est en train de se reconnecter, Madame Cavé. On ne vous entend pas là. Pour l'instant, vous êtes muette. Il faut que vous-même vous... Non, apparemment, il y a un problème avec le son. Je vais essayer de me connecter avec mon téléphone sur le son pour que vous me entendiez mieux. Je suis désolée, je vous demande une toute petite seconde. Des choses qui arrivent avec les changements On change d'outil de visio régulièrement. Je ne sais pas. En attendant, n'hésitez pas si certains d'entre vous ont des questions en avance de phase qu'elles ils aimeraient voir posées. Vous pouvez déjà les mettre dans le chat. Est-ce que vous nous entendez mieux là? Super. Génial. Merci de votre patience. Excusez-moi pour ce petit
ce petit contretemps. Donc, je disais, Madeleine Cavet, médecin radiologue. J'exerce à l'imagerie 114, qui est un groupe de 16 radiologues à Paris 6e, 7e, 14e arrondissement. Et donc, nous avons migré notre RIS en février dernier. Je pense que nous étions les premiers probablement en région parisienne. Et je vous présente donc Vanessa Rodriguez. Bonjour. Donc, secrétaire médicale depuis 20 ans et 12 ans au sein du groupe Imagerie 114. Ah, on me dit que du coup, vous ne nous voyez plus. Bah, tant Ah, pis. Désolée pour ça. Vous allez voir les écrans à la place. Du coup, comme je vous disais, nous avons migré la plateforme. Nous sommes équipés RISPAX chez Nest Digital, donc plateforme GXD5, que nous avons migré le 14 février dernier, avec finalement du côté des médecins et des manipulateurs assez peu d'impact dans le workflow, si ce n'est des problématiques de fusion d'identité, notamment chez les femmes, puisque vous allez voir l'usage du nom de naissance induit des nécessités de réconcilier des dossiers dans les antériorités. Mais en dehors de ça, sur le workflow médical, il n'y a pas tellement de modifications. Et je vais surtout laisser la parole à Madame Rodriguez qui va vous parler du workflow de l'accueil qui est le plus modifié finalement dans cette nouvelle version. Alors, du coup, donc, je débute mon accueil. Je demande donc la carte vitale au patient. Et grâce au numéro de sécurité sociale, on va tomber donc sur cette fenêtre d'INS qui va retrouver donc la patiente avec son numéro. Du coup, je demande page suivante, s'il vous plaît. Donc là, je tombe sur l'identité de la patiente. Donc, je demande son justificatif d'identité. Je dois cocher l'identité validée. Si elle me présente sa pièce d'identité dans le justificatif, je coche carte d'identité. Et là, je vais pouvoir vérifier toute son identité de la patiente. Et également, je vais vérifier son médecin traitant. Donc, pour avoir toutes ses coordonnées. Page suivante, s'il vous plaît. Donc là, j'ai toutes les coordonnées du patient. Donc là, on voit que sur la fiche, je n'ai pas l'adresse mail qui est importante pour l'envoi des comptes rendus. Donc là, je peux cliquer sur le petit onglet tout en haut à droite, recherche annuaire MS Santé. Donc, page suivante, s'il vous plaît. Et donc là, vous avez toute la page. Et vous pouvez voir en bas à droite l'adresse mail cryptée du médecin. Voilà, donc on vous a montré très, très brièvement à quoi ressemblait un accueil. Ces étapes-là sont un petit peu nouvelles. Elles sont plus lourdes au premier passage du patient puisqu'il faut générer cette nouvelle fiche patient qui va le suivre après dans son parcours et qu'il faut également bien s'assurer, on en reparlera tout à l'heure, bien s'assurer qu'on a mis à jour la bonne adresse de destinataire dans l'annuaire pour la messagerie sécurisée du correspondant. Donc ça, c'est extrêmement important pour que les comptes rendus puissent être diffusés. Donc, on voulait insister sur deux petits points à vérifier. Si vous pouvez passer la diapositive suivante. D'une part, dans le compte rendu, vous allez voir apparaître ce cartouche ou une version de ce cartouche qui n'est pas très joli, qui malheureusement prend un peu de place sur nos comptes rendus. Ça nécessite de jongler un peu avec des mises en page, mais qui permet de résumer de façon standardisée l'identité du patient et avec ce QR code permet d'avoir validé le fait que le dossier est complet et que l'INS a bien été qualifié, que tout pourra être envoyé à la fois sur le dossier médical partagé du patient, sur sa messagerie sécurisée et également sur la messagerie sécurisée de santé du médecin demandeur. Vous pouvez passer à l'écran d'après. Pour vous montrer rapidement un petit point tout bête, c'est que dans la worklist, on recommande fortement de pouvoir afficher cette colonne qui est à gauche, là, avec le petit logo de l'INS, parce que c'est le seul endroit où vous pouvez voir de façon globale
le fait que cet INS, donc l'identifiant national de santé, a bien été qualifié. La phase de tout à l'heure avec la visualisation d'une pièce d'identité, elle permet de qualifier cet INS. À partir du moment où le petit logo INS est en vert, ça veut dire que tout va partir de façon automatique. DMP, messagerie sécurisée du patient, messagerie sécurisée du correspondant. Quand ça n'est pas en vert, ça veut dire qu'il y a un élément manquant. Et donc, c'est très important d'avoir une visu comme ça sur votre worklist pour ne pas perdre de vue les qualifications des INS. On peut passer, s'il vous plaît, à la diapo suivante. Un petit mot peut-être aussi sur les patients. Donc, c'est vrai que cette pratique de demander les pièces d'identité est un peu nouvelle. Donc, vous pouvez peut-être nous dire comment ça se passe pour vous à l'accueil. Alors, des fois, il y en a qui sont un peu réticents à nous demander. Donc, c'est vrai qu'après, dès qu'on explique que c'est pour vérifier leur identité, pour avoir accès à leur dossier partagé, ça passe et ils nous la donnent. Et ça nous permet de tout vérifier et de qualifier leur identité. Pour vous donner une idée, nous, dans notre structure, dans les cabinets où on a une patientèle qu'on connaît bien, on arrive à avoir des taux de qualification de l'INS de l'ordre de 95-98%. Dans nos sites d'imagerie en coupe, où il y a un bassin de patientèle qui est un peu plus large, parfois ça peut descendre autour de 92% de qualification des INS. Il a été donné comme directive au secrétaire de ne jamais insister sur cette histoire de pièce d'identité qui ne remet pas en cause la prise en charge médicale du patient. C'est vraiment juste pour la transmission au DMP. Donc, les gens qui sont réticents, ça arrive. On n'insiste pas et on leur explique que ça n'impacte pas leur prise en charge médicale. Je voulais vous dire un mot également, non, on peut rester sur la diapo précédente, des petites difficultés qu'on a pu rencontrer parce que, évidemment, c'est un dispositif qui est nouveau et qui a différents impacts. Je ne vais pas m'étendre sur les difficultés techniques qui sont liées spécifiquement à la sortie d'une version très récente du RIS chez notre fournisseur NES, avec qui vous avez peut-être entendu dire qu'il y a quelques difficultés en termes de bugs et de versions qui présentent quelques dysfonctionnements. Mais d'une façon plus générale, par rapport aux téléservices de l'État, puisque c'est le sujet de ce webinaire, il y a 2 téléservices auxquels nos dispositifs RIS font appel. Un qui interroge l'INS, qui fonctionne très bien, sauf quelques petites instabilités qu'on a fait remonter, et un qui interroge les annuaires MS Santé. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de praticiens qui soit ne sont pas bien référencés dans l'annuaire, soit n'ont pas activé ou n'utilisent pas leur messagerie sécurisée. Donc ça, il y a certainement une courbe d'apprentissage un petit peu dans la profession qui est à prévoir. Et qu'il faut prendre en compte dans les impacts organisationnels parce que nous, dans notre expérience, on avait une couverture de 100% d'envoi automatisés des comptes rendus à nos correspondants, mais beaucoup de ces correspondants avaient des messageries personnelles en réalité, qui n'étaient pas des messageries sécurisées. Donc, le RIS version Ségur, lui, n'envoie que des messages ou messageries sécurisées. Ça veut dire qu'on a perdu la couverture à 100% qu'on avait vis-à-vis de nos correspondants. Donc, ça nécessite un peu de vigilance de ce côté-là. On a déjà évoqué tout à l'heure les petits points de vigilance sur les fusions d'identité d'une part, et puis cette organisation à l'accueil par rapport aux pièces d'identité. On a affiché également, il y a une petite plaquette d'information de l'AMS qui explique bien identifier, bien soigner, qui est un slogan assez simple que les patients, je pense, comprennent, afin de bien expliquer le contexte. Il faut beaucoup sensibiliser, je pense, vos secrétaires à la nécessité de bien mettre à jour les adresses sécurisées dans les correspondants si vous voulez que les courriers leur parviennent. Parce que s'il n'y a pas d'adresse mail qui est rentrée dans le RIS, via cette interrogation du téléservice qu'on a vu tout à l'heure, avec le petit logo MS Santé,
les comptes rendus ne parviendront pas aux correspondants. Donc ça, il faut bien être vigilant là-dessus. Et puis, un dernier élément qui effectivement nécessite une vigilance cette fois-ci médicale, c'est qu'il faut bien comprendre que l'édition d'un compte-rendu va partir dans le DMP avec un certain délai, les problèmes de versionning sont gérés, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention quand on est dans un cadre qui nécessite un dispositif d'annonce. Par exemple, chez nous, il y a une activité d'imagerie de la femme qui est très développée. Donc, il arrive qu'il y ait des résultats de biopsie mammaire, par exemple. Ces documents-là, quand on les valide dans le risque comme un compte-rendu, il faut les mettre en attente d'annonce. Donc, ça, c'est le médecin qui doit le faire, ou la secrétaire. En tout cas, c'est une action manuelle pour éviter que le patient ne reçoive une notification sur son téléphone portable avec un résultat définitif du type diagnostic de cancer ou des choses comme ça. Donc, il y a un petit point de vigilance à avoir quand même là-dessus pour pouvoir suspendre l'envoi en attente d'annonce. C'est très facile à faire dans le logiciel, mais encore faut-il avoir bien sensibilisé tout le monde pour ne pas générer des envois automatiques qui sont quand même qui seraient tout à fait regrettables pour les patients. Peut-être avant de parler des attentes pour l'avenir, je ne sais pas si, Claire, vous vouliez faire passer quelques questions. Mais il y a quelques questions. Alors, peut-être, moi, je poserai les miennes après, mais du coup, il y a une question d'une CEPAM. Donc, avez-vous dû changer de parc informatique suite à votre migration en Ségur sur GXD5? Ça, j'imagine que ça dépendait de l'obsolescence ou pas de votre part. Ça dépend. Il y a des prérequis, comme toujours pour une montée de version. Nous, on a dû changer des serveurs par rapport au PAX. Nous, c'est un RIS-PAX, donc les deux sont liés. Mais oui, on a dû changer des serveurs. Vous savez comme moi qu'il y a toujours une augmentation, on va dire, enfin une mise à jour des prérequis techniques lors des montées de version. Donc ça fait partie des choses à savoir. Un point dont je ne vous ai pas parlé, c'est que le déploiement, c'est quand même pas neutre, se fait aux heures ouvrables ou peut se faire aux heures non ouvrables, mais en échange d'un prix assez élevé pour les interventions. Donc, il y a quand même une interruption de service d'une demi-journée à prévoir pour la migration. C'est clair. Alors, il y avait une deuxième question. Donc, c'était autour de… Donc, quand un médecin demande à un radiologue à distance de l'examen de lui envoyer le compte-rendu, comment le radiologue demande au patient son consentement pour qu'il transfère cette donnée médicale à un médecin tiers? Alors, le patient fait absolument ce qu'il veut avec ces données médicales. Donc, quand on donne à un patient un compte-rendu, que ce soit en main propre dans le DMP ou ailleurs, quoi qu'il arrive, il le diffuse à qui il veut. La diffusion via le DMP, ça viendra plus tard dans la vague 2, on en parlera tout à l'heure pour l'avenir. Mais je pense que peut-être la question, c'est par rapport aux médecins, ce qu'on appelle les médecins correspondants. Donc, les envois automatiques se font aux médecins demandeurs de l'examen. Donc, je peux préciser ma question éventuellement, si vous m'y autorisez? Bien sûr. Oui, donc quand un médecin, ça faisait partie des priorités de la vague 2 du Ségur en radiologie, le consentement du patient. C'est-à-dire, effectivement, si vous donnez la radio, le CD-ROM au patient, il en fait ce qu'il veut. Il ne peut pas vous dire je suis d'accord. Ça, c'est une question que je renvoie à la DNS pour le coup, enfin à l'ANS, puisque ça… D'où ma question, parce que c'était le sujet prioritaire de la vague 2 qui aurait dû être opérationnel à l'été de l'année dernière. Le sujet prioritaire de la vague 2, on est sur la partie plutôt consultation. Donc, oui, parce que ça a changé, mais dans la vague 1 au départ, il était prévu de mettre dans les priorités, c'était un des groupes, une réunion du groupe technique radio, il était prévu de mettre dès le début de la vague 1 cette question-là prioritaire dans la vague 2, et ça a disparu de la vague 2, d'où ma question.
Peut-être pour répondre là-dessus, là, on est vraiment sur du coup la mécanique de dire on va alimenter, enfin on va transmettre l'information. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, en tout cas ce que la loi dit, hein, c'est qu'aujourd'hui, le patient, non, en fait, il doit être informé de l'alimentation de son DMP et de l'envoi aussi au correspondant, parce que la loi dit, lorsqu'on produit un document de santé, on doit le remettre au patient, donc via notamment son DMP et sa messagerie sécurisée, et également l'envoyer au correspondant. Donc ça, à ce moment-là, il a un droit d'opposition. Après, on va dire, là, à ce moment-là, c'est quand même le professionnel de santé. C'est tout l'objet du consentement. Oui, mais du coup, en fait, le consentement, il faut vraiment distinguer ce qui est la consultation et l'alimentation. À l'alimentation, le patient, il peut avoir un droit d'opposition, mais c'est sous un motif légitime. Souvent, voilà, c'est de dire, il y a certains documents donnés extrêmement sensibles que je veux ne pas vouloir verser. Mais ça reste à l'appréciation, en théorie, du professionnel de santé. Après, sur la partie correspondant, en théorie, là, ce que disait un peu Mme Cavé, c'est qu'ils vont envoyer au médecin prescripteur ou au médecin correspondant indiqué comme le médecin traitant. Donc, si vraiment le patient ne veut pas, il pourra exprimer son opposition Pas forcément. Le patient voit un médecin pour un problème. Il informe le médecin qu'il a fait un scanner il y a 6 mois et le médecin peut demander à avoir les résultats du scanner. Mais si pour le radiologue, comment le radiologue sait que le patient est d'accord pour que le radiologue qui transfère les données et qui engage sa responsabilité au passage est bien d'accord, autrement dit, à quel moment on demande le consentement du patient pour que le radiologue puisse tracer qu'il a demandé et obtenu le consentement du patient. Là, vous parlez d'un autre cas de figure 6 mois après. Oui. Si je peux me permettre, je pense que en fait, il y a 2 sujets. Notre système d'info, notre RIS, alimente le DMP. Et ensuite, il y a une problématique, et là, je suis d'accord avec vous, c'est une problématique de la vague 2. Je ne sais pas comment elle sera résolue, mais il y a une problématique dans les accès, dans la matrice d'habilitation des accès au DMP, de qui a accès à quoi. Exactement. Et ce que font nos RIS actuellement, ce n'est pas autre chose qu'alimenter le DMP du patient dans son espace santé avec le compte-rendu d'un acte. On est totalement d'accord. Et comme c'était une priorité de la vague 2 qui aurait dû être résolue à l'été de l'année dernière, je me permettais de reposer la question. Parce qu'effectivement, pour l'instant, comme ça n'a pas été résolu à ma connaissance, on a enlevé la question. Mais ça reste un problème de responsabilité. Bon, je vais pas aller plus loin là-dessus. Que le patient donne son consentement. Et là, il y a clairement des écrans avec écrit la première fois que vous vous connectez au DMP d'un patient, on vous demande le consentement d'accès. Et en plus, on a des prérequis qui sont liés à la matrice qu'évoquait Mme Cavé, qui vérifie bien que vous avez la bonne habilitation parce que votre rôle vous permet d'être éligible à ce type de document, quoi. Voilà, donc, normalement, on a quand même un mécanisme de contrôle, mais théorie, le patient pourra aussi même directement partager cette donnée, ce qui est autre chose de dire je sollicite une expertise tierce. Ça n'a rien à voir avec l'expertise, hein, c'est de la médecine courante. Non, je pense que le mot d'ordre assez général qui résume, je pense, l'esprit de cette première vague dans ce que nous, on en comprend et qui répond au moins partiellement à votre question, c'est que la grande nouveauté, c'est que c'est le patient qui est au centre de ces données de santé. C'est-à-dire qu'auparavant, on communiquait quand même entre médecins et puis on donnait du compte-rendu au patient. Mais là, il y a une centralisation dans un endroit unique autour du patient. Et c'est vraiment le grand jalon de cette vague 1 qui, pour nous, soignants, ne change pas grand-chose, à part les choses dont on a parlé au niveau de l'accueil et du secrétariat. Mais en termes de pratique médicale, cette vague 1, elle ne change pas grand-chose dans nos usages, si ce n'est qu'elle pose les bases de ce qu'on va pouvoir avoir après, c'est-à-dire, c'est un peu en filigrane dans votre question, je partage tout à fait la préoccupation, c'est-à-dire la phase d'après, c'est que depuis nos logiciels métiers, nous aussi, on pourra avoir accès au
au dossier médical Ouais. de nos patients, sous réserve qu'il nous y est autorisé, et avoir accès à leurs antériorités médicales d'une part, et à leurs images d'autre part, ce qui est vraiment l'Eldorado pour nous, radiologues, et qui fait partie, en théorie, du volet diffusion d'images de la vague 2. Et nous, c'est ça qu'on attend, en fait. Totalement d'accord, sauf qu'il y a eu le RGPD qui est passé par là quand même et qui nous impose, ou qui nous complique la vie. Mais en tout cas, il faut définir des règles claires. Mais Merci. pour la Je consultation, pourrais c'est très pas- clair, hein. Enfin, je suis désolée, mais pour la consultation, on demande, il y a un écran qui vous dit « Avez-vous informé votre patient ? Il ne s'est pas opposé. » Donc, enfin, on a une trace. D'où ma question, comment le radiologue informe le patient qui va donner les images? C'est exactement la question que je posais. Le radiologue n'informe pas le patient qui va donner les images, parce que pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais en fait, il ne donne pas les images à personne, il donne les images au DMP du patient, et c'est le patient qui a ses droits depuis le DMP. Moi, c'est la compréhension que j'en ai, en tout cas. Oui, oui, mais justement, le patient peut dire « Je suis d'accord pour que tel professionnel regarde mes images » ou « Je refuse que tel professionnel regarde mes images ». C'est prévu, le patient il a le droit de s'opposer à ce que certains professionnels. Mais si on ne lui demande rien, c'est presque comme une fuite de données si le patient disait « Je ne suis pas d'accord ». Mais on ne va pas trancher là maintenant. On n'a pas accès au DMP du patient pour l'instant. Non, mais le médecin, imaginez un chirurgien vous demande la radio de la fracture d'il y a 6 mois. Un nouveau chirurgien, il va avoir envie de regarder comment c'était il y a 6 mois. Mais peut-être que le patient, lui, il n'aura pas envie de donner à ce nouveau chirurgien l'autorisation de regarder ces données. Bah ça, je pense que ce sera l'objet de la vague 2, effectivement. C'est bien pour ça que je pose la question, puisque lors de la vague 1 et des premières réunions, c'était en décembre, il y a 2 ans, je crois, il était dit que c'était la priorité numéro 1 de la vague 2. On a entamé la vague 2 et cette priorité-là aurait dû être réglée à l'été de l'année dernière. D'où ma question. Mais on va passer à la suite, hein, on ne va pas rester là-dessus pendant 3 heures. Merci en tout cas. Très bien. Autre question, pourquoi le médecin ne reçoit-il pas seulement l'info que le document est versé dans le DMP du patient? Dans ce cas, le patient qui a refusé l'accès ne lui permet pas d'accéder. C'est un peu pareil. En fait, on est dans une phase d'un peu de transition. Pardon? C'était des réactions, je pense, justement, par rapport à la discussion qui avait lieu en cours en disant, justement, on avait la même problématique aujourd'hui, si le patient s'oppose. C'est ça. Il y avait une remarque par rapport à plutôt la MS Santé. Je pense que vous en avez un petit peu parlé par rapport à l'annuaire. C'était comment savez-vous qu'un médecin, donc typiquement un correspondant, a ouvert la messagerie sécurisée donc, Ça, c'est l'interrogation du téléservice. On peut revenir peut-être 2-3 diapos en arrière pour que vous revoyiez l'écran. En fait, dans l'accueil, la secrétaire peut cliquer sur une petite icône messagerie sécurisée pour mettre à jour et vérifier que l'adresse sécurisée existe. Après, la réalité, c'est que parfois, il y a des trous dans la raquette. Et donc, voilà, c'est cette petite truc-là, recherche annuaire MS Santé en haut à droite. Ça permet de trouver l'adresse sécurisée. Maintenant, ce n'est pas toujours parfaitement 100% au point. Mais on ne désespère pas que l'annuaire soit un petit peu plus exhaustif. Et sinon, il arrive aussi qu'elle soit sur les ordonnances des correspondants, hein, sur les bons de demande. Donc, rien n'empêche de la saisir dans le champ email de cette même page. Et puis pour conclure, peut-être la question, on en a parlé, hein, c'est vraiment sur les attentes pour l'avenir. Je pense qu'on le voit même dans les questions, le fond du problème pour nous, ça va être vraiment l'intégration, l'interopérabilité avec les métiers pour pouvoir accéder au dossier médical du patient depuis notre IS. on vous a perdu. Et éventuellement aussi vers les images. C'est vraiment ça l'horizon qu'on attend tous. Il y a une question, vous ne demandez pas au patient de décliner son identité, si vous voulez
repréciser, Vanessa? Si on lui demande, et justement avec la carte vitale, ça nous aide à répondre, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, on croise les données de la carte vitale et de la pièce d'identité pour s'assurer, voilà, parce que parfois, il y a un nom de naissance, il y a des noms avec des traits d'union, il y a un nom d'usage, etc. Une chose que je n'ai pas précisée, d'ailleurs, je voulais vous en parler, c'est que du coup, dans nos usages, on a dû aussi s'habituer à afficher dans notre worklist la colonne nom de naissance en plus de la colonne nom d'usage, parce que sinon, on ne comprend plus rien. Donc, on a fait le choix de, même sur les étiquettes, faire apparaître les deux, parce que il y a parfois des dames qui sont mariées depuis 70 ans et qui ne répondent même pas à leur nom de jeune fille quand on les appelle dans la salle d'attente. Donc, on a vraiment besoin des deux. Aujourd'hui, l'INS nous met sur vraiment une prépondérance du nom de naissance. Mais une fois de plus, c'est une période de transition, donc on a intérêt à afficher les deux pour ne pas se compliquer la vie en termes d'identification de nos patients. Voilà pour nous, je pense qu'on a dit, hein, je ne vais pas me répéter, c'est juste cette petite diapo-là, elle était là pour résumer un petit peu les différentes choses qu'on a évoquées. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'anticipation organisationnelle sur vos équipes quand vous migrez. Ce n'est pas juste une migration technique. Sur le plan technique, à part les petits problèmes de bugs sur lesquels je ne reviendrai pas, mais sur le plan technique, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment de l'organisationnel, avoir la petite vigilance sur les qualifications d'INS, sur les fusions de dossiers, sur la mise à jour des adresses. Gardez bien un œil sur vos envois de compte rendu depuis la messagerie sécurisée pour pouvoir identifier quand il y a des dysfonctionnements ou des correspondants qui ne sont pas identifiés sur des messageries sécurisées. Et puis, sur le plan médical, dans les rares cas où vraiment il faut être très prudent sur les annonces, bien garder en tête que par défaut, ce sont des envois automatiques au DMP du patient et que donc on peut mettre en pause l'envoi en cas de dossier délicat. Et du coup, Madeleine, j'ai une question par rapport à ça. Du coup, dans les cas de figure d'annonce, est-ce que c'est, vous parliez notamment toute la partie autour de l'imagerie de la femme, est-ce que vous, en tant que radiologue, vous faites ces annonces-là ou est-ce que finalement cette tâche-là est plutôt réalisée, ça peut dépendre des cas, j'imagine, par le médecin traitant et du coup, est-ce que vous circularisez tout de même le compte rendu au médecin correspondant en attendant pour qu'il fasse ce travail-là? Une annonce diagnostique, c'est quelque chose de très codifié. Ça ne se fait pas ni par SMS, ni par notification de mon espace santé, ni par un radiologue entre deux portes. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement codifié et qui répond à des organisations d'équipes de soins aussi. Donc, ce n'est pas toujours forcément très exactement dans le détail, dans le même ordre. Chaque équipe peut choisir de s'organiser différemment, mais ce qui est quand même le gold standard, c'est une consultation d'annonce avec un médecin, gynéco, cancérologue, médecin généraliste, n'importe, hein, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose… il faut bien comprendre hein, que la circulation optimale des documents par la numérisation, ça nous simplifie formidablement la vie, ça remet le patient au cœur de son dossier médical, c'est essentiel, mais ça ne doit pas remplacer quand même un peu de bon sens humain et médical dans nos usages. Donc, il faut avoir bien conscience que cet automatisme-là, il est très bien dans 99% des cas, mais qu'une fois de temps en temps, il faut savoir le contourner. Et ça, c'est la responsabilité quand même, je pense, du médecin. Tout à fait. Mais du coup, dans ces cas de figure, vous le mettez en invisible dans le DMP aujourd'hui et après, c'est une question. D'accord. C'est ça. On peut mettre, je pense, est-ce que vous pouvez, il doit y avoir une diapo de plus. Je crois qu'on avait montré sur la diapo suivante, non? Non. Bon, il y a en fait, voilà, c'est ça, très bien. Donc là, en fait, on peut suivre la diffusion du compte-rendu. Donc là, par exemple, vous avez les différents destinataires. Ça, c'est quand on va sur le compte-rendu du patient dans le RIS. On peut aller voir la diffusion de son compte-rendu.
Donc là, en l'occurrence, c'était un compte-rendu qui a été validé le matin même et qui est en attente au moment de la capture, là, qui est en attente, vous voyez les petites horloges, en attente de diffusion, puisqu'il sera diffusé quelques heures après. Ça permet de ne pas faire des doublons et des quadruplons quand on modifie des petits trucs, comme on fait souvent dans un compte-rendu dans les minutes qui suivent. Donc, il va être envoyé à la messagerie de santé du patient et du médecin demandeur. Et vous voyez qu'on peut choisir de rendre le compte-rendu complètement confidentiel, en haut à gauche, là, donc de ne pas le diffuser du tout, ou qu'on peut le mettre en attente d'annonce. Ça, c'est à droite, c'est le signe pause qui permet de dire pour l'instant, je ne le diffuse pas parce que X raison. D'ailleurs, on a donné l'exemple d'un diagnostic grave, mais ça peut être applicable à d'autres circonstances qui sont laissées au jugement du médecin. Le fait de ne pas valider le document dans votre logiciel dans le cas d'une consultation d'annonce induit-elle que le message vers le médecin prescripteur ne part pas non plus? Je pense que le médecin, dans le cadre d'une biopsie, par exemple, le médecin est lui-même en copie. Ce n'est pas au radiologue de donner le résultat de l'anapathe au gynécologue, par exemple. Donc, si je prends le cas d'une biopsie mammaire, moi, ce n'est pas mon domaine de spécialité, je fais de l'imagerie ostéo-articulaire, donc j'espère que je ne dis pas trop de bêtises, mais je pense que le médecin gynécologue, lui, est destinataire également du résultat. Une finalité, un consentement explicite. Oui, on est toujours sur la question, effectivement, du consentement, tout à fait. Est-il possible de choisir l'envoi avec les options de diffusion, soit non visible aux patients, masqué au personnel de santé? Alors ça, il faudrait voir, oui, dans le paramétrage des risques. Je ne suis pas sûre que ce soit la même chose pour tous, mais effectivement, il y a des possibilités de dissocier, je crois, oui. Eh bien, en tout cas, un grand merci. Enfin, je ne sais pas s'il y a une dernière question, mais sinon, un grand merci pour ces éléments de témoignage. On voit qu'il y a encore quelques ajustements à faire et surtout pas mal de précautions d'usage parce que ce n'est pas une transition toujours évidente. Mais merci encore pour votre témoignage et vos recommandations. Et on a bien noté les attentes pour la suite. On y travaille et les retours aussi sur la partie notamment annuaire et comment on arrive aussi à faciliter cette bascule. Sur mes correspondants, je connaissais tout l'historique. Ils étaient bien aujourd'hui dans notre base et est-ce qu'on arrive à fluidifier finalement ce travail de mise à jour et de bascule sur MS Santé pour ceux qui ne l'étaient pas et pour vous que ce soit aussi plus simple dans la gestion de vos envois. Juste une question. J'aurais voulu répondre à Monsieur Tano, Jean-Pierre Curtet ici, parce que je suis DPO pour un certain nombre d'établissements de santé et j'aurais voulu soit avoir son numéro ou lui donner mon numéro de téléphone parce que dans ses remarques, il y a des choses vraies et à mon avis, il y a des choses pas tout à fait exactes sur confusion entre consentement et opposition. Avec plaisir, je suis aussi DPO. Voilà. Bon. Ça serait une discussion très utile. Merci à vous. Je vous laisse mes coordonnées. Très bien. Et on vous repartagera un petit document là où on avait essayé de synthétiser les règles en tout cas et les droits aussi du patient vis-à-vis de ça, les droits et obligations du professionnel de santé qui résume ça de manière très précise et avec est-ce que oui ou non on doit le tracer notamment numériquement comme vous le disiez par rapport à ça. On vous repartagera peut-être dans le lien dans le chat là. Les preneurs du retour de vos discussions parce que effectivement je pense qu'il y a des petites choses à éclaircir encore qui étaient claires pour nous. Vous me laissez votre oui, j'essaie dans la conversation. Merci. Ok. Peut-être on va changer un petit peu de registre. On voulait vous faire un rapide zoom là, sur le petit quart d'heure qui reste sur la partie carnet de santé de l'enfant. L'idée, c'est plus de vous expliquer ce qu'on est en train de faire là au niveau national. Très rapidement, quelques éléments de contexte. Je pense que tout le monde voit ce que c'est qu'un carnet de santé de l'enfant. Tout le monde en a eu dans les mains papier. Juste vous repartager d'un point de vue
global, ça fait longtemps, il y a eu pas mal de rapports, de retours sur le fait qu'il y a une attente un peu forte de dématérialisation de ce carnet de santé de l'enfant. Plein de raisons, à la fois qu'il soit sous-utilisé par les professionnels, mal rempli, pas toujours hyper efficace dans le suivi. Surtout, ça représente aujourd'hui, avec notamment le fait que les professionnels se soient équipés avec des solutions logicielles qui leur permettent de faire du suivi. Des fois, du coup, ça représente un doublon, voire un triplon lorsqu'on parle de ces fameux certificats de santé qui sont complémentaires pour pouvoir saisir les données dans le cadre d'un examen. Pareillement, c'est un outil qui peut avoir un rôle pédagogique très important, mais dont l'impact en termes de prévention est parfois difficilement mesurable, alors que ça contient un certain nombre de rubriques, de conseils. Donc, ça fait quelques temps, en tout cas, qu'il y a une attente forte de pouvoir faire une trajectoire, on va dire, de dématérialisation. Et c'est quelque chose qui a été intégré dans les réflexions à la stratégie Ma Santé 2022, de se dire, il faut que, vu qu'on va créer pour tous un espace numérique de santé, il faut qu'à terme, ça devienne finalement le carnet de santé de l'enfance à l'âge, on va dire, jusqu'à la fin de vie, quoi. Donc, le parti pris, alors, ça fait quelques mois là, qu'on a engagé des travaux, c'est de faire en sorte que le fameux carnet santé papier, demain, il soit pleinement intégré dans mon espace santé. Bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain où tout va basculer parce que vous l'imaginez bien, et on va revenir dessus, ça nécessite de faire en sorte de concilier et les évolutions dans mon espace santé et les évolutions dans les logiciels des professionnels qui prennent en charge les enfants. Donc, c'est quelque chose qui va se faire de manière un peu progressive, où on va travailler sur les deux côtés parce que les acteurs sont vraiment extrêmement multiples, et on va essayer de faire des premiers pas. Il y en a déjà eu dès cette année. Si tu passes, Maëlys. Voilà. La slide suivante. Donc, voilà, on voulait juste remettre rapidement les enjeux. Nous, on est hyper conscients. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est pas juste de se dire on va dématérialiser ce qui est écrit en papier et hop, on va faire un copier-coller dans mon espace santé, mais se dire, au-delà de dire on va essayer de simplifier le suivi médical de l'enfant, et pour les parents et pour les professionnels, il faut aussi qu'on utilise mon espace santé pour en faire un meilleur outil de prévention, pour vraiment renforcer la promotion de la santé, pour anticiper le dépistage aux âges clés sur un certain nombre de sujets, notamment les troubles du neurodéveloppement. Et après avoir fait un peu tout un travail de recherche utilisateur, on voit qu'il y a un peu 3 grands enjeux autour de la santé de l'enfant. Il y a tout un enjeu autour des parents sur comment on les informe mieux, comment on les accompagne mieux dans la mise à disposition d'informations qui soient fiables, qui soient plus facilement accessibles, sur ne serait-ce que connaître les parcours de santé des enfants. Il y a, par exemple, entre 0 et 20 ans, il y a 20 examens qui sont considérés comme, qu'on appelle obligatoires, qui sont recommandés, bien sûr, pour lesquels il y a une analyse, un examen médical spécifique avec un déroulé, une trame, des attendus en matière de troubles du neurodéveloppement. Donc, c'est déjà leur mettre en visibilité qu'ils sont éligibles, le mettre en visibilité, bien sûr, tout ce qui est en termes de vaccins qui sont attendus. Il y a tout un enjeu en termes de mieux aider à gérer le suivi. Quand on est en déplacement, on ne pense pas toujours à emmener le carnet de santé. Donc, le fait de pouvoir avoir tout de manière dématérialisée pourra aussi aider à avoir finalement les données en temps réel à tout moment. Il y a tout un enjeu, je l'évoquais rapidement, autour de comment est-ce qu'on arrive à avoir des contenus qui sont fiables, parce que ce n'est pas toujours aujourd'hui facile de savoir quelles sont les bonnes informations, notamment en santé. Et voilà, il y a tout un sujet autour de comment on engage bien dans des parcours de prévention pour éviter des décrochages. Donc, il y a tout un volet autour des professionnels. Il faut qu'on arrive à simplifier le suivi médical parce que très souvent, ils n'ont pas la donnée, les antécédents, éventuellement les risques. Ça peut être le cas aux urgences, mais dans plein de situations. Et on est quand même conscient qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, ça va devenir d'autant plus critique parce qu'il y a beaucoup plus de nomadisme, on va dire, médical, malheureusement, aujourd'hui. Et après, nous, on a un troisième enjeu, mais qui doit être une conséquence, c'est de se dire, il faut qu'on arrive à avoir de la donnée, bien sûr, qui soit anonymisée, pseudonymisée, pour faire un meilleur suivi épidémique. Aujourd'hui, on en est très conscient. On a une qualité, on a une connaissance de l'état de santé de nos enfants qui est insatisfaisante aujourd'hui par rapport à nos modalités de collecte de ces données-là. Les données ne sont pas assez fiables. Elles reposent principalement soit sur des enquêtes en milieu scolaire, soit sur ces fameux certificats de santé qui doivent être remplis par des professionnels à 3 âges clés, mais qui aujourd'hui ont des taux de complétion parfois à hauteur de 30% seulement. Donc, c'est sûr que ce n'est pas souvent représentatif plus de la population. Et derrière, nous, on a un enjeu de pouvoir adapter les politiques publiques. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu passes à la slide suivante, Maïf, il y a un peu, nous, on essaie d'agir à 2 niveaux. On essaie d'agir d'un côté sur mon espace santé pour le faire évoluer
pour en faire un véritable carnet de santé numérique, je l'ai déjà un peu dit, et on essaie de travailler sur les logiciels métiers des professionnels pour qu'ils versent les données de santé utiles un peu en temps réel, qui soient mieux adaptés aussi aux enjeux de suivi, donc leur permettre aussi d'avoir plus d'éléments, on va dire, d'analyse. Et là-dessus, on va s'appuyer notamment sur le levier du Ségur numérique pour pouvoir pousser des évolutions dans les logiciels. Et donc, très concrètement, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que dans mon espace santé, là, vous l'avez déjà aujourd'hui, mais on va encore l'améliorer, c'est faire en sorte que le carnet de vaccination il soit rempli en temps réel. On a déjà, je pense que certains d'entre vous ont été voir dans le profil médical, on a déjà les mesures, c'est-à-dire que les poids, taille, périmètre crânien qui sont aujourd'hui accessibles. On a intégré les courbes de référence qui sont des courbes qui ont été conçues dans le cadre d'une longue enquête scientifique en 2016 de l'INSERM. Donc ça, vous les avez déjà, donc vous pouvez déjà avoir un positionnement de votre enfant en fonction de ces courbes-là. Et ce qu'on va essayer de faire progressivement apparaître, c'est toute cette partie plutôt, on va dire, suivi des examens avec les différents comptes rendus d'examen, qu'on puisse facilement les visualiser. Tous ces comptes rendus aux examens obligatoires dans mon espace santé et d'avoir toutes les rubriques conseils aux parents. Et pour ça, là, on va s'appuyer, on est encore en train de travailler un peu sur la partie ergonomie, mais ça pourrait être autant en fonction de l'âge de votre enfant, des conseils qui vous sont poussés, qui évoluent en fonction de l'âge dans la page d'accueil, que éventuellement des éléments qui sont des rappels pour prendre un rendez-vous pour un vaccin à venir, plus mettre en lumière, votre enfant a bientôt 2 ans, il y a un examen important à faire qui permet de faire un bilan global, prenez rendez-vous. Voilà, c'est là aussi dans la partie conseil, on met aussi la partie plutôt rappel, un petit peu autour des éléments du parcours. Donc ça, on va travailler progressivement pour intégrer ces éléments-là. Et côté professionnel, on va travailler, d'ailleurs, ce n'est pas exhaustif, sur, là, ça va arriver notamment du côté logiciel de médecins de ville, faire en sorte que, à partir de l'année prochaine, quand il s'agit d'une vaccination, ça incrémente le carnet de vaccination de mon espace santé, qu'on leur propose les déroulés des comptes rendus d'examen obligatoires qui sont dans le carnet de santé de l'enfant, plutôt qu'ils évitent qu'ils fassent des doublons, qu'en fait, ils le saisissent dans leur logiciel et que derrière, ça le verse dans mon espace santé. Et que par la même occasion, les certificats de santé, qui sont vraiment des documents qui ont une finalité, qui ont une double finalité, c'est à la fois d'être envoyé à la protection maternelle infantile pour qu'ils fassent des actions d'aller vers, qu'on leur transmette le plus rapidement possible, et également à des fins épidémiologiques, de faire en sorte que ce certificat, aujourd'hui, c'est vraiment, vous faites l'examen du 9 mois, donc vous examinez le nourrisson, puis après, vous notez des éléments dans votre logiciel métier, puis ensuite, vous en notez sur le carnet de santé de l'enfant, puis vous avez une feuille volante où vous recopiez des éléments que vous devez ensuite envoyer sous un pli à la PMI. L'idée, c'est de se dire, voilà, vous faites l'examen, vous prenez du temps avec l'enfant, à la fin, vous citez les éléments et ça vous génère, bien sûr, le certificat de santé dans la foulée, quoi. Et donc là, voilà, ça c'est une illustration très rapide de ce à quoi ressemblent les courbes de croissance dans le carnet de santé de l'enfant qui est dès aujourd'hui. Et je ne sais plus si on avait mis d'autres éléments. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que nous, on est en train de travailler, je l'ai un petit peu dit, donc avec les logiciels de gestion de cabinet. Donc, la vague 2, elle est encore, les nouvelles évolutions logicielles sont encore en discussion. Et en tout cas, ce qui est aujourd'hui en discussion avec les éditeurs, du coup, pour l'année prochaine, c'est de dire, vous pouvez verser, chaque fois qu'un professionnel note un poids, une taille, hop, ça incrémente la courbe de mon espace santé. Je l'ai évoqué, chaque fois que je saisis un compte rendu, hop, ça va le verser et ça va être le compte rendu propre, notamment qui a été remis à jour récemment pour intégrer tous les sujets nouveaux autour des écrans, tout ce qu'on a en termes de connaissances, notamment sur les troubles du neurodéveloppement, où il y a eu énormément de travaux pour essayer de mieux dépister au plus tôt pour pouvoir mener des actions correctives, toute la partie certificat de santé et toute la partie vaccination. Je l'ai évoqué, c'est un premier gros pas. Bien sûr, il y a aussi tout un volet, le dentaire, c'est un gros sujet, donc on travaille avec les dentistes. Il y a tout ce qui est les centres d'action justement médico-social qui font de la prise en charge pour les patients, pour les enfants qui ont des difficultés. Et on échange aussi avec la médecine scolaire qui ont des logiciels spécifiques. Et on a commencé aussi les travaux avec les PMI qui sont des acteurs clés pour les enfants de 0 à 6 ans et notamment les enfants en fragilité, quoi. Après, bien évidemment, je préfère juste rassurer parce qu'il y aura toujours une possibilité d'avoir du papier, parce qu'on est tout à fait conscient que pour l'instant, déjà, mon espace santé n'est pas obligatoire. Il va y avoir une phase d'adaptation. Donc, l'idée, c'est que ce soit le plus simple possible. Il faut qu'on laisse personne de côté, et notamment les personnes qui sont le plus en fragilité. Mais c'est pour ça qu'on a une trajectoire un petit peu progressive pour faire en sorte que, à terme, on arrive vraiment à en faire un outil à la fois où on puisse facilement consolider les données de suivi médical
mais également avoir un vrai rôle pour pouvoir aider les parents à mieux préparer les rendez-vous, avoir plus d'informations sur le parcours et éviter les différents décrochages. Voilà, c'était pour, de manière assez rapide, mais présenter un petit peu les éléments. Donc, je vois que dans le chat, il y a écrit « amélioration à faire pour les parents d'enfants ». Mais idem pour les adultes, oui, tout à fait, dans le classement des dossiers. Si plusieurs pathologies chez un patient, difficile pour lui de classer les résultats reçus. Alors, normalement, en tant que patient, vous pouvez aujourd'hui classer, gérer vos propres dossiers. Donc, il y a un pré-classement automatique qui se fait normalement quand ils sont versés par les professionnels de santé. Et après, vous avez aussi la possibilité de vous réorganiser vos différents dossiers. Et il y aura probablement d'autres améliorations qui viendront. Là, on est vraiment dans une phase de montée en puissance des usages. On est à quasiment plus de 10 millions de documents là, qui sont ajoutés chaque mois. Et donc, c'est aussi au fil des échanges là, et de la montée en puissance des différents documents qu'on va, je pense, trouver d'autres pistes d'amélioration pour que le classement, la visibilisation, tant côté patient que côté professionnel, hein, ce qui est un gros enjeu pour la vague 2, hein, pour faire en sorte que très facilement, on puisse retrouver l'information. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais remettre dans le chat les éléments que tu as évoqués, Claire. C'est pour ça que je départage mon écran. Je vais remettre le mémo sur le DMP et puis aussi le lien pour s'inscrire à la newsletter. Très bien. 16h25, sinon on a le représenté, le calendrier agro de maille. Du santé de l'enfant? Pardon. Donc, sur la partie santé de l'enfant, donc côté Mon Espace Santé, il y a des choses qui sont déjà arrivées au premier trimestre. Il y a d'ici fin 2023, on va faire plus côté prévention, donc côté Mon Espace Santé, vu qu'on a la main sans faire évoluer les éditeurs logiciels. Donc, on va faire toute la partie plutôt agenda. Ça nécessite déjà l'ouverture de l'agenda rappel. On va incrémenter des premiers éléments autour de la mise en visite du parcours. Il y a déjà des premiers éléments de conseils pédagogiques qui ont été insérés. Là, si en fonction de l'âge de votre enfant, normalement, votre espace santé évolue. Donc, on va en faire un peu plus d'ici fin 2023. Là, et c'est à peu près ce qui va se faire côté Mon Espace Santé. Et donc, là, les logiciels métiers, là, on est encore en discussion sur la vague 2. Donc, ce sera à partir de, on va dire, ça dépend. Certains éditeurs avaient déjà développé des modules, donc eux, ils pourraient aller assez vite. Mais on va dire de manière raisonnable, c'est deuxième semestre 2024, le temps que la généralisation commence dans les logiciels métiers. Je parle pour les professionnels de la médecine de ville. Et sur les PMI, on n'a pas encore de calendrier. Sur les dentistes, on est plutôt sur 2024 aussi, plutôt deuxième semestre 2024, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les nouvelles professions, avec aussi, il y a les paramédicaux, il y a les sages-femmes. Voilà. Et donc, ça, toute la partie un peu examen dentaire, qui sont un item, qui sont en plus très liés à un programme de prévention autour de MT Dents. Donc, ça, on s'est bien rentré dans les travaux et les discussions avec eux, mais ce sera pareil, mi-2024, ce qui peut paraître long, mais c'est le temps que les choses se mettent en place progressivement, parce qu'il faut faire évoluer tout un écosystème de l'autre côté. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Merci encore à nos intervenantes d'avoir partagé leur expérience. Et on vous a repartagé un certain nombre de liens. Et puis, n'hésitez pas aussi régulièrement à aller consulter. Alors, on sait que ce n'est pas toujours une habitude, mais sur la page e-santé, dans Mon Espace Santé, on vous remettra le lien. Mais on essaie vraiment de mettre un maximum d'outils, d'informations, de documents, de visuels. Là, il y a des nouvelles affiches qui vont être faites et il y a des campagnes aussi on va dire plus de communication qui seront relancées à l'automne sur Mon Espace Santé. Mais voilà, n'hésitez pas. On a essayé de faire un travail aussi de formalisation de toutes les informations qu'on peut avoir. On vous les rendra, on vous remettra en visibilité ces éléments-là. Merci beaucoup. Et le prochain est dans un mois. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions en amont, n'hésitez pas à les envoyer. Bonne fin de journée.